Olá, Direito e Políticas Públicas é uma série de entrevistas e análises dos principais temas que interessam ao Estado contemporâneo. Pretende mostrar como as previsões jurídicas podem se tornar realidade mediante a atuação do Estado, da iniciativa privada e da própria sociedade. O tema do programa de hoje é o saneamento básico. Segundo dados das Nações Unidas, ao final do ano 2000, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas não tinham acesso à água potável e 2 bilhões e 400 milhões de pessoas não contavam com saneamento básico. Em consequência, cerca de 3 milhões e meio de pessoas morrem a cada ano em virtude de doenças relacionadas à água e ao saneamento. Uma das metas do milênio é a de diminuir em 2015 pela metade a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água potável e saneamento básico. Acredita-se que as metas relacionadas ao saneamento básico também tenham fundamental impacto sobre outras metas importantes do milênio, tais como mortalidade, poluição da água, irrigação, tratamento de resíduos e redução da pobreza. Para tratar desse tema, convidamos o professor Gerard Payen, que é membro do Conselho Consultivo do Secretariado-Geral da ONU sobre Água e Saneamento e presidente da Aquafed, Federação Internacional dos Operadores de Água. Professor Payen, quais são os principais problemas que envolvem a água e sua gestão no mundo contemporâneo? Tout d'abord, bonjour. L'eau, tout le monde s'en sert tous les jours. Les près de 7 milliards d'hommes qui habitent sur cette terre utilisent tous l'eau d'une façon ou d'une autre. Donc les problèmes, les défis liés à l'eau sont très très nombreux. Moi-même, je suis un spécialiste de ce secteur de l'eau. J'ai travaillé dans beaucoup de pays, aussi bien avec les autorités publiques qu'avec des entreprises publiques ou privées pour faire fonctionner la gestion collective de l'eau. Et aujourd'hui, je travaille également avec les Nations Unies, avec le secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre de son Conseil pour l'eau. Et à mon avis, de tous les problèmes que nous avons tous, parce que vous avez des problèmes avec l'eau, j'ai des problèmes, tout le monde a des problèmes d'eau, il y a au niveau de la Terre 4 grands problèmes, 4 grands sujets. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour des ressources en eau. Nous avons de l'eau, nous avons beaucoup d'eau sur la Terre, mais chaque année, les hommes en utilisent davantage. Alors chaque année, nous sommes plus nombreux, chaque année, le niveau de vie augmente, et donc on a tendance à consommer plus d'eau individuellement. Et puis et surtout, chaque année, nous produisons plus de nourriture en utilisant l'irrigation des terres agricoles. L'irrigation consomme chaque année beaucoup plus d'eau. Et enfin, le développement industriel, lui aussi, appelle une consommation d'eau plus grande. Donc au total, chaque année, notre consommation d'eau douce augmente. Les conséquences sont que dans un grand nombre de pays, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de satisfaire tous les besoins avec les ressources disponibles. On y arrive, mais il faut s'en occuper. C'est un travail de professionnel, c'est un travail qui nécessite des politiques affûtées pour arriver à satisfaire tous ces besoins. Donc ça, c'est le premier point, satisfaire les besoins en eau avec les ressources disponibles. Le deuxième grand sujet, c'est l'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement. C'est un sujet important qui fait l'objet de programmes au niveau mondial. Les Nations Unies ont défini des objectifs du millénaire pour le développement qui comprennent un objectif pour l'eau potable et un objectif pour l'accès à l'assainissement. C'est un grand enjeu parce qu'il concerne des milliards de personnes. Il y a un troisième enjeu important, c'est la pollution des eaux. Plus l'homme est actif, plus il utilise l'eau et donc plus il la pollue. Pour qu'elle puisse être réutilisée par d'autres ou par les écosystèmes,
il est utile de la dépolluer. C'est quelque chose qui se fait, mais encore de façon très disparate dans le monde. C'est donc un enjeu important. La pollution de l'eau gêne un certain nombre de personnes, gêne aussi la nature dans un grand nombre d'endroits. Et enfin, il y a un quatrième problème. Là, c'est un problème qui vient de ce que l'eau n'est pas toujours une mer très sympathique. L'eau peut apporter des catastrophes. L'eau apporte des inondations, quelquefois même des tsunamis, des énormes vagues. L'eau, quand elle manque, ce sont des sécheresses qui gênent énormément l'agriculture. Bon, au total, l'eau peut être un problème parce qu'elle est excessive, soit en trop, soit en manque. Voilà. Donc voilà les 4 enjeux. Gestion des ressources en eau, donner accès à l'eau à tout le monde, s'occuper de la pollution des eaux, et enfin, anticiper, parce qu'on ne peut pas les éviter, mais anticiper, gérer les catastrophes liées à l'eau. E qual é a missão do Conselho do Secretariado-Geral da ONU em relação à água e ao saneamento básico? Le secrétaire général des Nations Unies, à l'époque c'était Kofi Annan, mais aujourd'hui M. Ban Ki-moon a prolongé cette action, a souhaité avoir auprès de lui un petit groupe de personnes indépendantes, capables de donner un avis sur les politiques publiques qui sont menées à travers le monde et aussi sur l'action des Nations Unies. Donc notre groupe a pour fonction principale de stimuler les décideurs, ceux qui sont en position de prendre des décisions utiles, pour qu'ils fassent plus pour la gestion de l'eau, avec en particulier l'idée de faire plus pour l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement. Donc, nous suivons les objectifs du millénaire pour l'eau potable et l'assainissement, mais nous savons qu'il faut aller plus loin, qu'il faut être plus ambitieux, et donc nous interagissons, nous dialoguons avec les gouvernements, avec les institutions internationales comme les différentes agences des Nations Unies, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine, toutes les institutions internationales. Vous parlez directement avec le représentant des gouvernements ou des choses comme ça? Absolument. Nous avons organisé des réunions des ministres en charge des questions d'eau dans toutes les régions du monde. Et ici, pour l'Amérique latine, cela s'est fait à Cali, en Colombie, il y a un peu plus de 2 ans. Mais nous sommes allés aussi dans d'autres régions du monde. Nous sommes intervenus également dans les différentes conférences internationales traitant d'eau, comme le dernier Forum mondial de l'eau qui a eu lieu à Istanbul, en Turquie, au début de l'année 2009. Le prochain aura lieu dans 3 ans à Marseille, en France. Et à chaque fois, les gouvernements se réunissent pour progresser ensemble sur les questions d'eau. Cette année, en 2009, à Istanbul, de mon point de vue, ils ont progressé en s'engageant de façon plus résolue sur les questions de dépollution des eaux, de gestion et traitement des eaux usées. C'est un exemple parmi d'autres, ils ont progressé sur d'autres aspects. Voilà. Donc nous, en tant que Conseil du secrétaire général des Nations Unies, nous poussons les gouvernements à prendre des décisions, soit collectivement, soit individuellement, dans l'intérêt des populations. Voilà. O senhor mencionou agora há pouco a questão dos objetivos do milênio. E, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades para se implementar esses objetivos do milênio no setor de água e de saneamento básico? Alors, il y a 2 objectifs du millénaire qui concernent le secteur de l'eau. Il y a celui sur l'accès à l'eau potable et celui sur l'accès à un niveau minimum d'assainissement, qu'on appelle Basic Sanitation en anglais, et qui en fait est relatif à l'accès aux toilettes, l'accès aux WC. Et donc ces 2 objectifs, que sont-ils? Ils ont été décidés en 2000, et dans chacun des cas, ce qui est souhaité, c'est de diviser par 2, d'ici 2015, donc vous voyez, nous avons encore 6 ans devant nous, d'ici 2015, la proportion de la population qui n'a pas un accès satisfaisant à l'eau potable, ça c'est pour l'objectif eau potable, ou qui n'a pas un accès satisfaisant à des toilettes hygiéniques, d'autre part.
sur ces deux grands objectifs, les Nations Unies ne peuvent pas faire grand-chose. Ce sont les États, chaque pays, qui peuvent décider d'agir avec plus ou moins d'entrain, plus ou moins de volonté. La bonne nouvelle, c'est que sur l'objectif relatif à l'accès à l'eau potable, qui est très important et qui concerne un niveau minimum d'accès à l'eau potable bien inférieur à ce dont nous bénéficions tous les deux. Mais c'est quand même un objectif important. Il s'agit de s'assurer que tout le monde a accès à l'eau d'une façon qui n'est pas sujette aux contaminations par les animaux. Eh bien, pour cet objectif, le monde est en ligne avec l'objectif. Et en 2015, nous devrions y arriver. Pour l'accès à l'assainissement... Qu'on va y arriver en 2015 pour oui, l'accès à l'eau. C'est-à-dire que la moitié de la population qui n'avait pas accès à ce niveau de service, c'est-à-dire en fait qui avait accès à des puits qui étaient utilisés par des animaux. C'est ça ce que ça veut dire. Bon, cette population va être divisée de moitié. Oui, donc le monde va réussir, je pense, à atteindre cet objectif. Par contre, sur l'objectif d'assainissement, c'est-à-dire d'accès aux toilettes, là, le monde est très, très, très en retard. Avec les tendances actuelles, nous devrions atteindre l'objectif non pas en 2015, mais dans les années 2070-2080. Donc le monde est très en retard, et le Brésil aussi d'ailleurs. Le Brésil aussi. Alors, ça, ce sont les objectifs officiels, mais je dirais la plupart des gens souhaitent davantage en matière d'accès à l'eau potable que d'avoir accès au puits. Pour eux, aller à un puits, ça veut dire être astreint à la corvée d'eau tous les jours, passer des heures à porter de l'eau sur les épaules, sur la tête, que sais-je. Enfin, c'est pénible et ça prend du temps, ce qui fait que les familles qui n'ont pas d'autre solution ont une personne de la famille qui ne va pas à l'école habituellement. Donc c'est un problème de société important. Et il faudra un jour avoir un niveau d'ambition à l'échelle mondiale qui soit plus élevé que l'objectif actuel. Très bien. Direito e Políticas Públicas vai para rápido intervalo e, no próximo bloco, vamos discutir a situação do saneamento básico no Brasil. Até já. Estamos de volta com o programa Direito e Políticas Públicas, que debate hoje o tema do saneamento básico com o senhor Gerard Payan, membro do Corpo Consultivo do Secretariado-Geral da ONU sobre Água e Saneamento e presidente da Aquafed, Federação Internacional dos Operadores de Água. Senhor Payan, de que forma os operadores privados podem contribuir para se alcançar os objetivos do milênio? Alors, les objectifs du millénaire, c'est l'accès à l'eau potable, l'accès à l'assainissement. C'est l'objet de politiques publiques. Et bien entendu, les responsables de ces politiques, ce sont les autorités publiques. Suivant les pays, c'est l'État, on dirait ici l'État fédéral, ou l'État ou la province, ou la municipalité. Mais dans tous les cas, c'est l'autorité publique. La mise en œuvre de cette politique publique est l'objet d'un opérateur. Cet opérateur peut être public, peut être privé, toutes les formules sont utilisées sur la planète. Dans le cadre des opérateurs privés, ce sont donc des entreprises qui apportent leur savoir-faire, leur professionnalisme et qui travaillent pour le compte de l'autorité publique, souvent dans le cadre d'un contrat. Alors, est-ce qu'elles contribuent aux objectifs du millénaire? La réponse est oui. La réponse est oui, parce que ces entreprises se sont beaucoup développées depuis une vingtaine d'années dans les pays en développement, c'est-à-dire dans les pays où le besoin d'accès amélioré à l'eau potable est le plus important. Et elles ont participé aux politiques publiques, lorsqu'on leur a demandé, bien sûr. Alors, tout récemment, la Banque mondiale a fait
pour la première fois une étude statistique regardant dans tous les continents les résultats des différents contrats avec des opérateurs privés qu'on appelle les contrats de partenariat public-privé dans le secteur de l'eau. Alors certains de ces contrats ont très très bien marché, d'autres moins bien. Et c'est la première fois qu'on a une vision d'ensemble, qu'on se rend compte de l'impact réel des opérateurs privés dans les pays en développement. Alors ils ne sont pas très nombreux, ils ne représentent qu'une petite minorité des opérateurs. Il n'empêche, la Banque mondiale a mesuré que sur une dizaine d'années, ces opérateurs privés, ces entreprises donc, ont apporté accès à l'eau, ce qui veut dire en pratique, ont raccordé des familles au réseau d'eau potable, à plus de 25 millions de personnes dans les pays en développement. Vous voyez, 25 millions de personnes, c'est très significatif. Sur les contrats que la Banque mondiale a examinés, cela représente la moitié de la population qui était desservie 10 ans avant. Donc un progrès de 50%, si vous voulez. Voilà. Donc oui, les opérateurs privés contribuent aux objectifs du millénaire lorsqu'on leur demande. Encore faut-il leur demander parce qu'ils n'ont pas le droit eux-mêmes d'intervenir tout seuls. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une tendance vers l'opération privée de l'exécution des activités de l'assainissement? Chaque pays s'organise de façon différente. Les opérateurs privés ou publics ne sont que des outils pour les politiques publiques. Ce qui est bien plus important, c'est la politique elle-même. Quel est l'objectif à atteindre? Et puis ensuite, il faut prendre les bons outils, bien sûr. Et la gestion privée, les partenariats publics-privés sont une option parmi d'autres. Alors, est-ce que c'est une tendance qui augmente? Oui, en moyenne. Et là encore, l'étude statistique de la Banque mondiale a montré que depuis 15 ans, le nombre de personnes qui, dans les pays en développement, reçoivent de l'eau qui est gérée par un opérateur privé ne cesse de croître. C'est une croissance régulière dans tous les continents. Mais au total, ça ne représente quand même que, disent-ils, que 7% de la population urbaine. Donc oui, c'est quand même très minoritaire. Mais c'est vrai que c'est en croissance. E quanto ao Brasil, qual é a sua visão a respeito do quadro do saneamento básico e da água no Brasil? Je crois qu'au Brésil, beaucoup d'efforts sont entrepris. En matière d'eau potable, je dirais plus de 90% de la population a accès à l'eau potable de façon tout à fait convenable. Mais il y a encore des problèmes. Il y a des personnes qui reçoivent de l'eau, qui utilisent de l'eau qui n'est pas de bonne qualité. Certains qui sont raccordés à des réseaux d'eau potable, lorsqu'ils ouvrent leur robinet, il n'y a pas de l'eau tout le temps. Il y a encore des problèmes à résoudre. En matière d'assainissement, je l'ai dit tout à l'heure, sur l'accès aux toilettes, il y a encore des millions de personnes qui n'ont pas de toilettes au Brésil, en milieu rural essentiellement, mais il y a quand même, ça se compte en millions de personnes. Et en ce qui concerne le traitement des eaux usées, beaucoup d'usines ont été construites, mais le besoin est encore important. Ce qui me paraît très positif, c'est que sur le plan législatif, le Brésil s'est débloqué. Il y a quelques années en arrière, il y avait un conflit de compétences entre les États et les municipalités. On ne savait pas bien qui était responsable de quoi, qui avait le droit de faire quoi. Avec les dernières lois, des formules ont été trouvées pour résoudre ce problème. Et aujourd'hui, de nouveaux projets sont partis. Donc je note une dynamique au Brésil pour améliorer l'accès à l'eau potable, pour améliorer le traitement des eaux usées en particulier. Il faudrait peut-être... C'est un progrès. Bon, j'entends dire aussi que tout l'argent qui a été mis à disposition par le gouvernement fédéral n'est pas utilisé. Ce qui montre donc qu'il y a encore des obstacles à résoudre. E do ponto de vista jurídico, então, o senhor acredita que essa nova lei, ao resolver os problemas de competência, pode colaborar, então, para o desenvolvimento de boas soluções? Je comprends que les États et les municipalités peuvent travailler ensemble dans le cadre de consortiums, ce qui résout les problèmes juridiques. Et donc ensuite, à eux de s'organiser de façon efficace, à eux d'avoir un opérateur, public ou privé, qui donne les résultats attendus. Alors, tout à l'heure, on parlait des opérateurs privés. Il y en a au Brésil. Il y en a. Il y en a plusieurs dizaines.
Aujourd'hui, ils alimentent en eau environ 14 millions de Brésiliens, donc 10% de la population urbaine. Vous n'en entendez jamais parler, parce qu'ils font un bon travail. Com a sua visão, conhecendo as diversas experiências do mundo, o senhor teria referências de boas experiências que deram certo em políticas públicas de saneamento no mundo e também experiências que deram errado? Alors oui, bien sûr, il y a des pays qui réussissent très bien. Si tout à l'heure je vous ai dit qu'on était à peu près en ligne sur l'objectif du millénaire eau potable, c'est parce que beaucoup de pays travaillent dur pour progresser. L'essentiel pour réussir, c'est de vouloir réussir. C'est-à-dire de se fixer un objectif, que cet objectif soit bien entendu porté par une partie importante de la population, et qu'ensuite le gouvernement se dote des moyens adéquats. Alors, il y a des gouvernements qui ont fait ça. Je pense par exemple au Maroc ou l'Afrique du Sud. Il y a déjà une bonne dizaine d'années, ils ont fait une estimation du nombre de personnes qui, dans leur pays, n'avaient pas accès à l'eau potable. Et sur la base de ce nombre, ils ont décidé, chaque année, de donner accès à l'eau potable à un certain nombre de centaines de milliers ou de millions de personnes. Et comme ils ont fait un plan très professionnel, ils ont utilisé des moyens divers et variés, moyens financiers, moyens humains, moyens institutionnels, mais ils y sont arrivés et leur calendrier se déroule régulièrement. La Chine, aujourd'hui, est aussi en train de faire des progrès fantastiques en matière d'accès à l'eau potable. Alors ça, c'est pour l'eau potable. Pour la gestion des eaux usées, il y a un pays qui n'est pas très éloigné d'ici, qui est de l'autre côté de la cordillère des Andes, le Chili, qui a fait, alors là, une performance remarquable. C'est sans doute un des meilleurs au monde en la matière, puisque en une dizaine d'années, le Chili a réussi à augmenter la quantité d'eau usée, d'eau salie, qui est dépolluée, de 16% du volume des eaux usées à presque 100%. Ils ne sont pas tout à fait à 100%, mais ils sont à plus de 90% aujourd'hui, et dans quelques années, 2-3 ans, ils vont arriver à 100%. Pourquoi y sont-ils arrivés? Parce qu'il y a 10 ans, ça a été une décision très claire du gouvernement. Ils ont voulu y arriver, et ensuite ils se sont donné les moyens. Donc il faut mettre en œuvre des moyens adéquats. Je pourrais vous dire que, par exemple, le Conseil du secrétaire général des Nations Unies, dont je fais partie, a suscité, dans toutes les régions du monde, un moyen un peu nouveau qui consiste à dire beaucoup de sociétés publiques manquent de capacité interne, sont peu efficaces. C'est un problème au Brésil, par exemple. Il y a beaucoup de sociétés publiques au Brésil qui auraient besoin d'améliorer leur efficacité interne. Eh bien, les Nations Unies ont imaginé un grand programme qu'on appelle le programme de WOPS, pour Water Operator Partnerships. Ce sont des partenariats entre des opérateurs compétents, publics ou privés, et des sociétés publiques qui ont besoin d'assistance. Donc ce sont, si vous voulez, des jumelages entre opérateurs. Alors ceci a démarré il y a déjà maintenant 3 ans. C'est en train de se développer à grande vitesse, et de nombreux opérateurs brésiliens y sont associés. Je ne sais pas, Sabesp, Copasa, par exemple, ont déjà fait des jumelages de cette nature dans plusieurs pays d'Amérique latine. Muito bem. Nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor Gerard Payan, membro do Corpo Consultivo do Secretariado-Geral da ONU sobre Água e Saneamento e também presidente da Aquafed, Federação Internacional dos Operadores de Água, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre esse assunto que é tão importante, saneamento básico, no nosso programa Direito e Políticas Públicas de hoje. Espero que esse programa tenha trazido um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto. E se você, telespectador, quiser fazer alguma pergunta ou tem alguma contribuição a dar sobre o assunto, pode acessar o site www.direitoepoliticaspublicas.com.br. Obrigado ao professor e obrigado a você, telespectador. Até o próximo programa.